Coucou les gens, Salut bienvenue, à tous. bienvenue au rendez-vous. Cette semaine, on va parler de pas mal de petites news intéressantes de la semaine. On a tout d'abord une nouvelle étude qui montre des différences de traitement dans nos hôpitaux publics entre des gens qui sont vus comme blancs, vus comme noirs, vus comme hommes, vus comme femmes. Il s'avère que, au pays des droits de l'homme et de l'égalité présupposée entre tout le monde, en fait, apparemment, il y a des grosses différences de traitement. Gros sujet. On, Ouais. va, on va introduire un nouveau petit segment de recommandations de films. J'ai des choses à vous partager. Et on va parler vite fait de ce qui se passe avec la Cour internationale de justice et leur plainte pour génocide contre Israël. Et plein d'autres petits sujets, les gens. Let's go, jingle. Jingle. Alors, bien fait pour tous. Comment s'est passée cette semaine un peu pour toi? Ah là là. Moi, ça me fait du bien de venir au rendez-vous. C'est un petit rituel hebdomadaire. C'est cool. De fou, ça fait trop du bien. Ok, bah on peut se lancer direct. Alors, on peut se lancer direct sur l'étude qui vient de drop le 11 janvier. Ça vient de sortir hier. Ouais, j'ai vu passer ça. Ouais. T'as vu passer ça. Franchement, c'est vraiment bien, je trouve, d'avoir plus d'études de ce type-là qui regardent un peu les différences de traitement. Parce qu'on sait très bien qu'en France, c'est un gros sujet de débat public. Hein. Est-ce qu'il existe ou non du racisme systémique? La droite adore prétendre qu'il n'y a pas de racisme systémique, parce qu'il n'y aurait aucune loi explicitement raciste dans les textes de loi en France depuis maintenant longtemps quand même. Et donc, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par racisme systémique, qu'est-ce qu'on entend, qu'entendent les gens qui défendent l'idée que du racisme systémique existe en France. Et on avait déjà des chiffres très très clairs, hein. Par exemple sur les logements, on a des testings qui font que, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient plein de candidatures à des propriétaires pour essayer d'obtenir des locations, hein. Louer un logement, t'envoies ton dossier par mail, etc. Ils font ça en changeant juste le nom, prénom de la personne ou la photo, par exemple, quand c'est des testings d'entreprise pour les CV aussi, pour les embauches. Et voilà, on a, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une nouvelle étude qui porte sur le CHU de Montpellier. Ou attends, est-ce que c'est... Ah non, je pense que c'est plus que juste ça. Hein. C'est une étude qui est faite entre le 15 juillet et le 14 juillet et le 15 août 2023, mais publiée seulement récemment, auprès de 1563 médecins et infirmiers urgentistes en France, Suisse et en Belgique, sous forme de questionnaire. Et en gros, on demande aux urgentistes de trier des patients à leur arrivée aux urgences en fonction de la gravité de leurs symptômes, d'accord ? Sur une échelle de 1 à 5. Et on regarde aussi le profil des gens qui arrivent aux urgences. Le verdict: à symptômes identiques, les hommes sont pris plus au sérieux que les femmes, et les blancs plus que les personnes de couleur en moyenne. Voilà. Pas franchement surprenant, hein, si on connaît un petit peu les biais très très présents dans la population, dans tous les pays, mais là on parle spécifiquement de la France et d'autres pays. Et le diagnostic de gravité est souvent prépondérant dans la rapidité de la prise en charge du malade. Donc voilà, donc c'est extrêmement clair et limpide. L'étude est publiée dans la revue European Journal of Emergency Medicine et aussi dans une thèse de Guillaume Olivier. Donc voilà, c'est bon. Après, c'est déprimant, hein, c'est déprimant d'avoir ces chiffres-là et de se rendre compte de la réalité du fait que, selon comment tu es perçu par les gens en charge des hôpitaux, t'es pas vraiment traité de la même façon, hein, au final. Un peu déprimant, mais je pense que c'est juste important d'avoir des chiffres comme ça, clairs et nets, qui montrent que oui, en fait, le racisme systémique, le sexisme et toutes ces discriminations-là ont clairement un impact complètement irréfutable, en fait, dans la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Et vraiment, quand la gauche dit qu'en fait, c'est systémique et c'est présent dans absolument toutes les institutions, même à l'hôpital, enfin, dites-vous que les gens qui arrivent aux urgences sont dans des situations de détresse, ont besoin d'être pris en charge sérieusement par des gens compétents. Et même là,
même là, cette discrimination, ça joue, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Et donc, pour rentrer vraiment dans le détail des chiffres, en croisant les données, 63% des hommes blancs ont été placés en urgence vitale pour seulement 42% des femmes noires. Donc, j'imagine que ça, ils ont pris les deux groupes qui étaient avec le plus de différence de traitement. Mais c'est clairement significatif. Hein. Imaginez, donc 6 chances sur 10 d'être placé en urgence vitale, et pour les mêmes profils de symptômes et tout, quand t'es une femme noire, c'est seulement 4 chances sur 10, en gros. Inquiétant. Super inquiétant. On a Xavier... Ah oui, vas-y. Ouais, moi je voulais dire quand même que pourquoi est-ce que dans ce cas-là on parlerait de racisme systémique? Parce que il y a sans doute eu aucun cas flagrant sur toutes ces personnes qui ont été placées en urgence et tout. Il n'y a aucun cas flagrant de discrimination qui pourrait être désigné et mené en justice. Donc il n'y a pas un acte de racisme observable dans la plupart des cas. C'est C'est ça. juste que on observe une probabilité. Donc on observe en fait soit des biais qui sont des biais implicites. Peut-être que la personne s'en rend compte, mais dans la plupart des cas, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur les associations implicites qui font que juste parce qu'il y a des stéréotypes qui existent depuis notre naissance dans la société dans laquelle on vit, vous allez avoir soit moins d'empathie pour ce qu'on appelle l'exogroupe, enfin un groupe qui ne serait pas le vôtre, quoi. Soit vous allez trouver que la personne ressent moins la douleur ou peut mieux supporter. Ouais. Il y a eu aussi ce genre de recherches faites aux États-Unis sur sur les médecins qui partaient du principe que les femmes et les personnes racisées noires n'avaient pas mal en fait. Et donc donner moins de calmants, moins de... c'est assez fou, hein. C'est ça, c'est genre t'arrives, tu juges que en fait le niveau de douleur est inférieur, toutes choses égales par ailleurs, même en tant que médecin, en tant que professionnel du domaine. C'est juste incroyable donc, à quel point ces biais inconscients ils jouent, quoi. Ces statistiques, elles viennent pas d'une mise les unes après les autres d'actes racistes. Ça vient vraiment d'un racisme latent qui est dans la tête de chacun de ces acteurs qui peut-être, eux, n'aimeraient pas. Des fois, sur le sexisme, par exemple, il y a des gens qui ont été testés et eux-mêmes qui voulaient absolument pas être sexistes se rendent compte qu'ils ont traité des enfants sans connaître leur genre d'une manière sexiste. Il y a eu des tests là-dessus. Et quand on leur expliquait, non, en fait, on vous a dit que cet enfant était une femme, en fait, de sexe féminin, mais en fait, il était de sexe masculin, et vous l'avez traité différemment en connaissant cette information-là, les personnes sont choquées et en fait se rendent compte qu'elles ont agi d'une certaine manière sans le vouloir. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut pointer un problème du système dans lequel ces gens vivent et duquel ils sont un élément, tu vois. Ouais. Ils sont un rouage du... Parce que si juste on dit, voilà, on va faire une grosse lutte contre le racisme, maintenant, ce sera 2 fois plus de peine si vous êtes raciste. Si les gens ne sont même pas conscients de leur biais raciste, t'es pas prêt de régler le problème, quoi. C'est ça. C'est ça. Les actes. Ils ont un peu conclu et déduit un peu et expliqué un peu ces résultats-là dans l'article que j'ai. Ils disent, donc ça c'est le professeur Xavier Bobia, urgentiste au CHU de Montpellier, qui dit « Nous notons cette tendance tous les jours sur le terrain, mais les résultats de l'enquête sont encore plus marqués que ce qu'on pensait. Nos préjugés orientent nos diagnostics établis de manière intuitive aux urgences. C'est intéressant et inquiétant à la fois. » Et ouais, donc c'est exactement ce que tu as dit. Hein. Leur analyse, c'est à peu près ça. C'est cliché inconscient reproduit par beaucoup d'urgentistes. Le diagnostic intuitif effectué au triage se fonde sur les déclarations du patient et sur le visuel qu'en a le soignant. Et donc non seulement sur la race perçue, mais aussi sur le sexe, hein, parce qu'en fonction de si t'es perçu homme et femme, et bizarrement, c'est les hommes qui sont avantagés aussi là-dedans. Toutes choses égales par ailleurs, encore une fois. Hein. Mais ouais. Il pointe aussi du doigt dans l'article le fait que sur les bancs de faculté de médecine en spécialité urgentiste, il y a entre 3 et 4 femmes pour un seul homme. Et ça, du coup, c'est assez intéressant. Ça veut dire que
c'est pas parce que là, c'est pas un truc de genre. Enfin, en fait, les urgentistes femmes reproduisent aussi des clichés patriarcaux, tu vois. Et c'est là que ça devient vraiment complexe, parce que tu te dis, ah oui, d'accord, donc c'est la façon dont, par exemple, le féminisme libéral le présente, genre, si on arrive à faire une égalité dans les métiers, à mettre à plus féminiser, par exemple, des métiers, des postes de pouvoir, etc., on va forcément améliorer les résultats et réduire les discriminations sur des problèmes comme ça. Ah, c'est quand même plus compliqué que ça. Je dis pas que ça, c'est pas une bonne chose dans plein de situations et dans plein de cas et d'institutions et tout. Mais voilà, c'est profond, quoi. Hein. C'est profond. Mais bon, c'est bien d'avoir des chiffres comme ça, parce que là, au moins, on peut mesurer ça. Et puis, on peut voir dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, si on arrive à faire des progrès là-dessus, à avancer et à réduire cet écart de traitement et ces stéréotypes-là. Hein. Mais là, encore une fois, pour des choses comme ça, c'est des évolutions culturelles qui prennent longtemps, mais doivent être menées genre le plus rapidement possible. Parce que là, on voit que même... Je suis sûr qu'un tas de ces urgentistes, même d'un point de vue genre politique et tout, comme tu dis, genre c'est inconscient, elles veulent pas faire du mal, elles veulent pas discriminer, elles essayent de faire leur métier du mieux possible. Et sans doute un tas d'entre elles sont même genre progressistes et antiracistes et anti-sexisme et tout, mais malheureusement reproduisent ces trucs-là tellement c'est inconscient et ancré, quoi. Triste. Mais voilà, c'est une réalité. Si jamais vous avez été dans une situation comme ça, pris en compte, enfin, vous avez été aux urgences et vous avez été trié rapidement dans une catégorie et tout, et vous vous êtes peut-être dit, est-ce que mon identité, est-ce que la façon dont je suis perçu a joué là-dessus? Bah, en fait, malheureusement, la réalité, c'est que oui. Après, on peut pas savoir dans un cas individuel, hein, mais voilà, on a en moyenne, on a les chiffres, quoi. On les a. Moi, je me demande si ça peut mener à terme, vu on est censé être dans un état de droit et que c'est un service public, est-ce que ça peut mener à un terme à des poursuites judiciaires? Attaquer directement l'État pour discrimination? Moi, je pense que ça serait légitime que l'État puisse être tenu responsable pour ces discriminations-là. Hein. Ah non, mais on est Après, dans un état de droit, donc théoriquement, il peut être. C'est juste, est-ce que ça va être fait qui va mener cette... Faut savoir, état de droit, ça veut dire théoriquement, l'État lui-même est judiciable et doit suivre ses propres lois et tout. Donc c'est pour ça que l'État a été... il y a eu un procès là, le procès du siècle. Ouais, Et l'État a perdu pour le climat, inaction inaction climatique. climatique, ouais. D'ailleurs, il en a perdu 2 des procès d'inaction climatique. Faudra en refaire tous les ans et tout. Mais bon, De fou. ça demandait énormément d'énergie, énormément de temps par des associations et tout. Mais là, je pense que ce serait un bon moyen d'attaquer la question, vu qu'on a des chiffres, quoi. Après, est-ce que c'est assez solide pour tenir moi, je sais pas. Faudrait qu'on demande à des avocats et tout. Je sais pas si ça suffirait. Ouais, puis surtout, en fait, c'est qui... Enfin... Ouais, le seul truc qui pourrait être condamné, c'est genre l'État lui-même de façon abstraite, comme pour l'inaction climatique. C'est ça, ouais. Parce que ouais, tu vas pas non plus condamner les individus, enfin les travailleurs et les travailleuses dans les hôpitaux, ça va être compliqué, quoi. Bah non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas une attaque personnelle. C'est une attaque du système dans ce cas-là, du coup. Mais tu vois, pour inaction climatique, les associations avaient gagné de l'argent au final. Donc ça serait peut-être aussi un moyen, vu que de toute façon, on n'a pas encore voté pour un parti qui proposait de mettre de l'argent sur la table pour régler les discriminations, que ce soit sur la base du sexe, du genre, de la race sociale et tout. Bah, ce serait peut-être un moyen d'obtenir pour ces associations-là des moyens, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok, Alors... juste, j'aimerais rappeler le fonctionnement de l'émission. Nous avons un segment questions-réponses à la fin de cette émission. On a trouvé ce petit segment questions-réponses comme une manière pour vous d'interagir avec l'émission, tout en soutenant l'émission, parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez nous faire un don pour nous soutenir, pour nous permettre de continuer cette émission, d'augmenter les moyens et tout. Posez-nous vos questions les plus complexes et difficiles à répondre. Vous pouvez aller sur lerendez-nous.fr. Il y a un petit bouton nous soutenir. Sinon, si vous êtes là en direct, vous avez le lien qui vous est proposé. Et vous pouvez poser une question en même temps que vous faites un don. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, nous demander, par exemple,
comment est-ce que je pourrais défendre telle idée ou comment est-ce que je pourrais attaquer telle idée? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment les moyens argumentatifs, qui n'ont pas pris le temps, qui n'ont pas fait 830 débats avec des gens sur tout un tas de sujets. Donc, si vous voulez qu'on essaie de réfléchir là-dessus, on pourrait réfléchir à ça ensemble, ça peut être intéressant. Ouais, quelqu'un vous avait dit récemment un truc où vous vous demandez est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'on peut le fact-checker, est-ce qu'on peut tenter de le débunker ou de l'analyser un peu avec un regard critique et notre point de vue. On vous donne notre avis, les gens. N'hésitez pas à poser des petites questions sur le site. Merci. Bon, on a un truc qui est tombé cette semaine, pas le truc le plus intéressant ou impactant sur, je pense, l'avenir du pays, mais le remaniement. Je sais que c'est ton sujet préféré, Oh BPT. là là, tu veux en parler? J'étais en train de prier, je me dis, il l'a pas dit dans l'introduction. Pour le moment, c'est la petite surprise. C'est la petite surprise de la semaine. Remaniement. Ok. Est-ce qu'on peut parler du fait que le remaniement, en fait, là, va pas changer grand-chose? Quoi? Mais attends, on a le premier ministre gay de l'histoire. Ouvertement gay, en tout cas. Hein? Je savais même pas. C'est un immense progrès pour le pays. Qu'est-ce que tu racontes? Cancel, BBT cancel. D'accord. Non, mais parce que moi, de mon point de vue, vu que ils font pas voter ils font pas voter de confiance au gouvernement. Ils l'ont pas fait avec Borne et je pense pas qu'ils vont le faire cette fois-ci. Donc, s'ils font pas voter de confiance au gouvernement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, hein. Quand le Premier ministre était choisi par le président, le Premier ministre présentait son projet pour la France auprès de l'Assemblée l'Assemblée nationale, spécifiquement, Ouais. pour demander, voilà, j'aimerais, si vous voulez, faire ça dans le pays, tu vois. Oui. Est-ce que vous allez voter mes lois? Parce que bon, j'ai besoin de vous. Et là... on pourrait appeler ça la démocratie, par exemple. Hein, ça pourrait être un terme qu'on... Et là, nos représentants à l'Assemblée disent « Ok, bon, bah, si tu veux faire ça, ça a l'air cool avec nous, on veut bien te suivre là-dessus. » Et ils disent « Ok pour cette personne. » Ils pouvaient aussi dire « Non, on veut pas cette personne. » Et vu qu'ils pouvaient dire « On veut pas cette personne », ça poussait le président à choisir un Premier ministre en accord avec ce que voulaient les représentants du peuple. On est quand même à 3 niveaux hein, de déconnexion avec ce qu'on veut à la base, nous. Mais on déconnecte le 3e niveau là. En fait, c'est ça. Donc à partir du moment s'il n'y a pas de vote de confiance, je pars du principe que si... là c'est Gabriel Attal, c'est ça? Ouais. Si Gabriel Attal fait quelque chose qui ne correspond pas au désir du président, vu qu'il n'est pas tenu de correspondre au désir du gouvernement de l'Assemblée nationale, il va juste redissoudre les ministères et choisir quelqu'un d'autre. Donc, de mon point de vue, j'ai juste l'impression que c'est ce que veut Macron va être réalisé, que ce soit par Borne ou que ce soit par Gabriel Attal. Parce que s'il ne le faisait pas, il pourrait juste les virer. Il n'y aurait aucune condition que le gouvernement soit d'accord avec ce choix. Dis-moi si je me trompe. Hein. Non, moi ça me paraît cohérent comme raisonnement. Hein. C'est ça, donc, c'est vraiment ça. Donc, mais attends, Mais là je pose une question quand même. Est-ce qu'on n'a pas on flirte pas avec le fait que les pouvoirs ne sont plus séparés, qu'on est en train de déconnecter de la séparation des pouvoirs là? Parce que le gouvernement, c'est lui qui écrit les lois, le président, c'est lui qui les promulgue. Bah écoute, ou si c'est lui qui les écrit et qui les promulgue, un petit peu. On verra ça plus tard. Voilà, juste ignorer cette information, tout va bien en fait. Non, mais il y en a qui diraient que même depuis le début de la Ve République, la séparation des pouvoirs qu'on nous enseigne théoriquement en cours d'éducation civique, normalement, dire tout va bien, vous inquiétez pas, il y a une séparation entre exécutif, législatif, judiciaire, etc. Quand même, beaucoup de gens remettent ça en cause dans la Ve République depuis le début. Parle-nous de ce remaniement là, dis-nous ce que tu voulais dire, on passe à autre chose après. Bah attends, mais t'as pas vu que Rachida Dati... Tu vas sortir tous les titres de journaux pourris que je lis depuis 2 jours là. Rachida Dati, pas 2 jours. Rachida Dati, elle revient alors qu'elle était en mise en examen, je sais pas quoi. Viens, on passe à autre chose. Moi, j'aime bien le concept parce qu'il y a tellement de nouveaux ministres qui sont genre des anciens de LR ou des gens qui tournaient autour de Sarkozy et tout, tu vois. Et juste... c'est le nouveau monde. C'est non, mais juste, voilà. Juste rappelle-toi
comment Macron et son projet, etc., étaient vendus en 2017 et juste analyse ce qui se passe aujourd'hui avec le deuxième quinquennat. Ouais, bah oui. Avec toutes les... Genre, c'est littéralement toutes les personnes de l'ancien monde remises au goût du jour qui reviennent. Et en plus, les médias mainstream présentent ça comme un nouveau départ. Je vais donner ma théorie de pourquoi c'est beaucoup trop marrant. A lieu officiellement. C'est une diversion. Moi, ma théorie, c'est que c'est juste une diversion. Moi, ma théorie, c'est Gabriel Attal, il a pas assez de jalons. On lui donne artificiellement un jalon en disant il a été Premier ministre pendant 3 ans. Et ce sera le prochain candidat au présidentiel 2027. Donc c'est juste pour essayer de faire émerger une nouvelle personnalité. C'était la même strate qu'avec Hollande. Macron, il sort de nulle part, il est nommé ministre du Finance, je sais pas quoi. Après, il s'engueule avec Hollande, on sait pas trop. Après, il dit non, j'ai jamais été au Parti Socialiste. Il faut un nouveau président, changer les choses. L'ancien monde, on arrête. Pour moi, Gabriel Attal va arriver, il va faire 2 ans, puis après, il va dire j'aime pas ce que fait Macron avec le pays. On va plus en entendre parler pendant 6 mois, puis après il va dire je lance mon projet pour la France. En route. Ouais, donc c'est stratégie en route. Ouais. Stratégie Macron, genre copier-coller, ça a marché. Ça a marché la dernière fois. On tente le tout pour le tout de faire exactement pareil. Les médias font le même traitement médiatique de Gabriel Attal qu'il y avait eu avec Emmanuel Macron à l'époque. Donc voilà. Bon après ça c'est juste une petite théorie de comptoir. Il y a rien pour le fonder, mais je préfère le poser là et comme ça on pourra clipper ça si jamais ça a lieu, dire oh là là, BPT avait tout prédit à l'avance. Aussi, moi quand j'ai lu les noms, j'ai découvert genre des noms de ministres, j'avais jamais entendu leur nom depuis 2 ans qui sont censés être ministres, ou même plus pour certains, genre le ministre des Armées. D'ailleurs, j'ai oublié son nom actuellement, donc on peut passer au prochain sujet. Ok, prochain sujet, les européennes. Ah, les européennes. On a lancé officiellement la campagne des européennes sur mon stream cette semaine. Hein. Ça, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ça. T'as lancé la campagne des européennes. Il faut vous rendre compte qu'on est en campagne. Donc, parlez aux gens autour de vous. Vous êtes au courant dans moins de 6 mois, là, ça y est, cette année, là, tout de suite, il va y avoir un énorme vote. En fait, on est à un stade où il y a seulement 46%, je crois, des gens qui disent qu'ils vont aller voter. Il faut vraiment changer ce nombre avant les élections, les gens. 2024, année d'élection en France. Voilà, faut que ce concept-là soit... La participation aux élections européennes en 2019, c'était de 50,1%. Et cette fois-ci, on nous dit qu'il y a 46% qui disent qu'ils vont aller voter. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut se réveiller. Surtout que quand tu regardes, selon la proximité politique, le profil des Français qui sont certains d'aller voter, pour LFI, tu as 46% qui sont certains d'aller voter. Donc là, je donne des chiffres qui datent de juin 2023. Hein. C'est Sopra Steria, apparemment. Ipsos. Bah ouais, le souci, c'est qu'en fait, les gens qui vont moins voter, c'est la gauche dans ces élections-là, Voilà. quoi. C'est ça la catastrophe. La France Insoumise, il n'y en a que 46% qui veulent aller voter. Tandis que RE, là, il change de nom trop souvent, c'est quoi ? C'est Macron, quoi. Macron. Oui. Renaissance. 61%. Renaissance ou régénérescence. T'as vu, il a fait un tweet où genre il a dit il faut régénérer la nation. Ouais. Il faut réarmer. Genre les vibes étaient vraiment particulières. Hein. Ok, ton cerveau est cassé aujourd'hui parce que tu t'arrêtes pas de parler des tweets que t'as vus dans la journée et tout. Oui. C'est un peu le but de ce podcast. Mais bon. Non, juste rends-toi compte des chiffres. Non, je veux juste qu'on s'arrête sur ces chiffres-là. Les électeurs, non, les gens qui sont proches de la France Insoumise disent qu'ils sont certains à voter à 46%, tandis que les gens qui sont proches de Renaissance, ils sont certains à voter à 61%. Donc de base, sans avoir essayé de faire campagne ou quoi, de base, on perd 20% par rapport à Renaissance. On se tire une balle dans le pied incroyable. Donc motiver les gens. Donc moi je parle de la France Insoumise parce que c'est le seul parti qui est resté dans l'union qui était proposé, tous les autres sont partis. Moi j'aurais voulu voter pour une liste unie. Les listes n'ont pas été encore présentées, il faut savoir que tous les partis qui se disent de gauche là, où on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire, il faut savoir qu'ils ont jusqu'à mai je crois pour proposer. Techniquement, comme les listes ne sont pas déposées, voilà, si vous entendez des gens vous dire non, mais une liste commune, c'est complètement impossible parce que soi-disant EELV ou le PS ou le PCF ou je ne sais quoi ont lancé leur campagne séparée de la NUPES déjà, donc c'est mort, etc. C'est pas mort. Hein. Techniquement, il y a encore, comme tu dis, jusqu'au 6 mai, je pense,
Du Enfin, 6 au 17 mai, Ouais. c'est du 6 au 17 mai que se fait le dépôt des listes auprès du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que jusqu'au 6 mai, toutes les listes que vous allez voir dans les médias, etc., c'est juste les partis qui les annoncent à n'importe quel moment. S'il y a assez de pressions qui sont faites face à eux, si là maintenant les gens rejoignent le mouvement qui est de dire que on ne votera pas pour des partis carriéristes et du coup on votera pour les seuls partis qui ont accepté de rester dans l'Union. Pour l'instant, il n'y a que la France Insoumise. Je crois que le NPA a commencé à dire qu'il voulait rejoindre, donc pourquoi pas. Ouais, ils sont en Mais, pleine négociation avec le NPA. Ça sent plutôt bon. mais voilà, il faut faire pression auprès des partis pour leur dire, mais les gens, vous aurez pas nos votes. Parce que nous, on veut techniquement faire apparaître sur l'échiquier politique une force pour contrer les forces complètement fascistes ou complètement autoritaires qui sont en train actuellement de faire voter des lois moi, ça m'a déchiré quand j'ai relu les lois là. La loi Je suis allé immigration, revoir la loi immigration. c'est une catastrophe. On va pas en reparler, mais il faut qu'il y ait une force qui existe dans ce pays-là, qui soit représentée, qu'on puisse voir cette force clairement lors d'une élection avant les présidentielles dans 3 ans. Parce que si ça apparaît dans une élection, on sait que, tu vois, ça permet aux gens de savoir qu'il y a une chance, ça existe. Du coup, ouais, donc n'oubliez pas, c'est jusqu'au 6 mai. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une liste unique qui se fasse. Dans tous les cas, c'est pour ça que moi j'étais en train de parler de la France Insoumise, parce que c'est la seule partie qui est encore une liste unie où il n'y a qu'un seul parti. C'est un peu triste, mais c'est la vérité, quoi. Et ils ont que 46% d'indice de participation pour le moment. Bon, faudrait que les gens qui sont proches des partis de gauche, et c'est assez bas pour tous les partis qui se disent de gauche par rapport à Renaissance. C'est 54% pour le PCF, 54 aussi pour le PS et 56 pour Europe Écologie Les Verts. Si de base vous partez en sachant que la moitié vont pas aller voter pour vous, la moitié qui vous soutiennent vont pas aller voter pour vous, Ouais. c'est pas super, quoi. Et si jamais vous écoutez ça et vous êtes en mode non, mais arrêtez de parler de liste unie, c'est mort, ça n'arrivera pas. En plus, il faudrait même pas que ça se fasse parce que ces autres partis sont des traîtres et tout. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Pourquoi est-ce qu'on dit que ça serait cool? C'est techniquement quand même, encore, ça reste le meilleur scénario imaginable pour les européennes. C'est quoi le meilleur scénario? Juste dites-vous, voilà, on dézoome un peu, on fait un pas en arrière, ça serait quoi l'issue la plus dans l'intérêt général, la meilleure qu'on peut imaginer pour ces élections européennes? Ça serait une liste NUPES unie qui arrive en tête. Il y a plus de chances que ça soit ni l'extrême droite, ni la droite néolibérale autoritaire macroniste numéro 1 dans ces élections-là. Il y a plus de chances d'avoir la gauche numéro 1 si c'est uni, si c'est liste unique NUPES, pour un tas de raisons. Les seuils de 5% et d'autres facteurs qui jouent et tout. Ça a déjà été démontré. Donc voilà, et donc ça serait le... Il faut jamais oublier le scénario optimal, celui qui va être le plus dans l'intérêt général, le plus dans l'intérêt du peuple. Parce que, enfin, imaginez l'élément médiatique, ça veut dire que en sortie de 2024, il reste 3 ans avant l'élection présidentielle. Il y a des municipales entre deux, mais il n'y a pas d'autres élections. Voilà, donc voilà. Pendant ces 3 ans-là, imaginez si jamais ce scénario optimal arrivait, il y avait une liste unique NUPES et elle était en tête, ça ferait un élément de langage constamment que pourrait sortir la gauche dans les médias en disant... C'est pas qu'un élément de langage, c'est une dynamique. Voilà, ça ferait une dynamique et ça ferait un point concret, voilà. Un point de données concret. Je rappelle que la NUPES était en tête aux législatives. Est-ce que vous voulez avoir à vous battre en 2027 pour demander une liste unie encore une fois? Est-ce qu'on va devoir le faire à chaque élection ou est-ce qu'on peut faire clairement une élection, montrer que c'est cette méthode qui marche et ne pas avoir à refaire tout le travail à chaque fois? C'est insupportable. Donc comme tu as dit, moi je pense que la stratégie des citoyens qui veulent maximiser tenter d'avoir encore l'issue optimale en sortie des européennes pour l'intérêt général, la bonne stratégie des citoyens, c'est de retenir leur vote, de dire on votera pour vous, les autres partis de la NUPES, seulement si c'est dans le contexte d'une liste commune, et encore après ça serait une liste commune, donc bien sûr vous allez voter pour les gens sur cette liste, mais donc voilà, je pense que c'est la stratégie in fine qu'il faut adopter, quoi, le chantage au vote, aussi appelé les élections. Alors j'ai vu des pétitions passer, mais elles sont pas super parce que... Il y a Gérard Filoche qui a partagé une pétition plusieurs fois.
Ouais, mais c'est un peu vague, tu vois, c'est un peu du wishful thinking, genre, venez, on en fait une. Non, moi, je veux que ce soit une menace carrément. Je veux une pétition qui dise, je suis électeur d'un des partis qui se dit de gauche, là, on fait la liste, et je voterai pour je ne voterai uniquement que pour la liste commune. Donc, Totalement. soit vous rejoignez la liste commune, soit vous obtiendrez pas mon vote. Les menaces, ça marche, hein, les gens. Je dis Alors, moi, ça, je j'ai dis des rien. chiffres. Il y a l'IFOP qui a fait un sondage, soi-disant, Mhm. qui nous dit que 76% du total des gens qui se disent à gauche sont pour une liste commune, 89% des gens de la FI, 90% des gens de PCF, je crois que c'est proximité, hein, je sais pas, des membres, tu vois. 62% seulement du PS, c'est étrange, ça montrerait que un détachement du PS de ses valeurs de gauche, c'est étrange. Trop bizarre. Et 70% de ELV. Aussi très étrange que ce soit si bas pour ELV, qui pourtant voulait tellement une liste commune quand c'était les législatives, c'est bizarre. Mais moi, Mais tu parce que vois, moi tous parmi ces ces gens-là, partis, là, ouais, tous ces gens-là ils peuvent ne décider. En fait, c'est ça que je trouve un peu bizarre, tu vois. Ces gens-là, ils peuvent décider de pas voter pour eux s'ils le font pas, quoi. Et non, dans les sondages, ils disent quand même qu'ils vont voter pour eux. C'est-à-dire, ils veulent une liste commune. Leur parti leur dit, ne suit, pour le PCF par exemple, hein, 90%. Dans les sondages, tu vois quand même que les gens qui sont proches du PCF veulent voter pour le PCF, même ouais. si le PCF dit qu'ils vont pas faire de liste commune. Moi, j'arrive C'est pas c'est trop à assez expliquer bizarre. ce comportement, mais ouais. Et moi, franchement, quand j'observe les comportements récents des divers partis de la Nupes, je vois LFI quand même essayer de faire des compromis, essayer de proposer des choses. Notamment, ils ont proposé la tête de liste quand même à ELV pour les européennes. Même au sénatorial, par exemple, ils avaient dit bon, nous on demande un seul siège, par exemple. Enfin, ils ont fait des moves quand même de tentatives de compromis, de tentatives de concessions pour que les autres se disent bon, allez, quand même, on va pas trahir la Nupes à 100%. Déjà, ils sont pas censés la trahir, mais en plus, il y a des offres qui sont faites, quoi. Je vois pas vraiment d'efforts de la part des autres partis. Euh, et en fait, ce que je trouve super marrant, c'est que du coup, on est d'accord qu'on reproche tout le temps à la France insoumise le manque de démocratie interne. En tout cas, c'est un élément de langage qui revient beaucoup dans les médias mainstream, possédés par des milliardaires plutôt de droite et tout. Des critiques comme ça, de dire pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire une grande tente démocratique, etc. Mais attendez, là, en l'occurrence, le comportement des gens de la France insoumise semble aligné sur ce que veulent les gens. T'as dit le chiffre c'est quoi, 86%? 90% pour le PCF, 62% pour le PS, Et pour la France insoumise. 89% pour la France Insoumise. Donc 89% veulent une liste commune, et c'est ce que fait en fait le parti. Ils proposent une liste commune, ils font des efforts dans ce sens-là. Mais ELV, PCF, PS, est-ce qu'il y a de la démocratie interne du coup? Comment ça marche? Quand on demande aux gens qui sont proches de ces partis-là ou dans ces Et partis-là, ça veut pas dire qu'on est en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait de la démocratie interne. C'est juste, rendez-vous compte que votre raisonnement fonctionne pas et que les critiques que vous faites, du coup, si vous les faisiez, ça marcherait pas. Si vous les bah faisiez sur tous ouais, les partis, ça marcherait jamais en fait. oui, Parce oui, qu'une parce qu'on. démocratie interne totale voudrait dire que ton parti est juste à l'image de la société et donc n'est pas de gauche. Oui, et donc en fait, quand tu observes dans les faits, il y a quand même les directions de ces partis-là font quand même l'inverse de ce que veulent la base des gens qui s'identifient avec ces partis-là. Donc bon, voilà, je dis juste que c'est particulier, mais toi, t'avais parlé un peu avec Gérard Filoche sur Twitter cette semaine de tout ça, non? J'ai eu des échanges sur T'es pas obligé d'en Twitter. parler si tu veux pas. Je On t'ai en forcé, je reparlera à t'ai l'occasion. outé. On en reparlera à l'occasion. Ok, ok, ok. J'aurai sans doute d'autres échanges avec lui. On espère. On espère. Est-ce que tu sais, toi, parce que j'ai vu un chiffre intéressant toujours sur les européennes, Mhm. quel résultat faut faire au minimum pour 5%. avoir des sièges? Faut faire 5% minimum, sinon t'as aucun siège. Pour avoir des sièges, il faut avoir 5% minimum pour avoir des sièges? Bah moi c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que en fait si les électeurs votent le plus dans leurs intérêts, imaginons un scénario où il n'y a pas de liste commune et les électeurs votent le plus dans leur intérêt, c'est-à-dire pour la force de gauche qui a tenté tout pour avoir une liste commune, hein,
LFI en l'occurrence, il y a moyen que tous les autres membres de la NUPES fassent moins de 5% et n'aient pas de siège. Mais que du coup, imagine, ils font genre 4%, 3%, etc. C'est des voix qui seraient pas allées à LFI. Et donc, c'est des sièges en moins pour la gauche. Et c'est des votes complètement gâchés, du coup. Waouh. Quand on réfléchit au truc, c'est juste complètement lunaire, hein, le comportement des autres partis. Ouais, c'est... Attends. Oh, parce que là... Tu vois ce que je veux dire, c'est une catastrophe. Attends, le Parti communiste français, il est donné à 4%. Moi, j'ai l'intention de vote qui date de juin, donc il faudrait que je retrouve des trucs un peu plus à jour. Je pense, donc il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas les 5%. Pareil, Lutte ouvrière, nouveau parti anticapitaliste, 1,5%. Et donc tout ça, c'est des voix qui sont jetées à la poubelle et qui vont juste donner des députés Rassemblement National en plus, des députés... Parce que du coup, les places sont distribuées littéralement proportionnellement aux résultats. Donc oui. Vu qu'ils vont perdre, ils vont enlever des points à la gauche dans la proportionnalité. Et donc, en se présentant sans se présenter en liste unie, ils sont littéralement en train de faire campagne pour faire gagner des postes à Macron et Le Pen. Littéralement. S'ils font moins de 5%. C'est incroyable. On se rend pas compte à quel point c'est désastreux. Se lance là-dedans en sachant qu'il est donné à moins de 5%. Oui. Et que s'il fait moins de 5%, ce sera genre mathématiquement, ils vont enlever ces points-là, du coup, au total des points qui sont obtenables par des partis. Oui. Et donc, ça sera réparti entre les autres partis qui ont, eux, plus de 5% et qui seront, du coup, majoritairement le Front National et Macron. Et non seulement le PCF, mais il y a un risque que tous les autres fassent moins de 5%. Donc ça ferait un énorme boost, un énorme nombre de sièges additionnels pour la droite et l'extrême droite, quoi. Et ouais, on est dans cette méta. Et c'est pour ça que la liste unique, elle est super importante. Il y a une prime à l'unité, il y a une prime à l'unité. Et ça, c'est pour ça que nous, on dit liste unique, liste... Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais non, mais arrêtez de dire ça. Les autres, ils ont trahi. Arrêtez de vouloir... vous êtes hors réalité d'appeler à ça et tout. Mais non, c'est genre ultra important, en fait, pour que la gauche ait des sièges. Et suffisamment de sièges. C'est une catastrophe. Bref. Viens, on va chercher... Les intentions de vote les plus récentes aux européennes. Ouais, je les ai regardées. En fait, il y a beaucoup de variations dans les sondages récents. Genre, il y en a qui mettent LFI à 6%, il y en a qui mettent à 10%, il y en a qui mettent, pareil, le PS à 10%. Enfin, bon, bref, ça varie beaucoup d'un truc à l'autre. On se souvient qu'il y a encore plus de 5 mois. Ouais. Donc voilà, je pense que les sondages ils vont évoluer. Bon, bref. Enfin, si tu regardes les sondages à 5 mois des élections présidentielles, c'est peu fiable par rapport aux résultats, quoi. Mais ouais. Mais juste pour rappeler les résultats des autres années, le PCF avait fait moins que 5%. Voilà. Oui, ouais. Bon, bah, c'est cool, merci. En tout cas, parlez-en. Moi, j'ai fait le boulot. Hein. Cette semaine, on a jusqu'au 6 mai, on peut faire une liste unie. Il n'y a aucune raison. En fait, que, les têtes des partis décident de faire ça. Il n'y a aucune raison rationnelle de le faire. Et 2, que les électeurs laissent leur parti faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir aller taper à la porte et dire bonjour. En fait, on ne veut pas faire campagne pour vous pour faire gagner au final une liste du Rassemblement National, quoi, pour faire gagner plus de députés à Jordan Bardella, quoi. Donc ça semblerait cohérent, ouais. Moi j'ai fait le taf. Hein. Quand on vous dit parler aux gens autour de vous, j'ai parlé à ma boulangerie, j'ai parlé à des gens, dans la queue dans un autre magasin et tout. Enfin voilà, j'essaye que les gens soient au courant qu'il y a des élections européennes. Je leur demande la meilleure stratégie, je trouve, pour essayer de parler entre citoyens des élections sans paraître trop chiant ou forceur ou quoi, c'est juste de demander genre vous savez pour qui vous allez voter aux européennes? C'est comme si tu demandes l'avis. Les gens aiment bien te parler d'eux, donc du coup tu leur demandes juste un avis sur un truc
Et en fait, il y a plein de gens, ils n'y ont pas du tout pensé ou ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ça. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Et du coup, même eux-mêmes, ils essayent de faire la réflexion, genre pour qui je vais voter et tout. Et donc, ils commencent à réfléchir. Et voilà, c'est juste voilà, prise de conscience. Il faut que les citoyens se saisissent de ce truc-là. Le Parlement européen n'a pas suffisamment de pouvoir dans les institutions européennes, mais il n'a pas zéro pouvoir. Il y a eu des avancées pour les travailleurs qui ont été obtenues dans les 5 dernières années, notamment une grosse avancée pour les travailleurs des plateformes comme Uber et tout, qui a été obtenue par des gens de la France insoumise, notamment au Parlement européen. Donc ça ne sert pas à rien. Et en plus, ça prend une demi-heure d'aller voter. Enfin bref, vous connaissez les arguments. Passons au nouveau segment que je propose pour ce podcast. Ah, les petites recommandations. Un segment de recommandations. C'est parti. Parce qu'en fait, il y a des films. Moi, il y a des films où je les vois et je me dis, ce film, tu sais, j'ai un petit moment après le film où je dis, ah ouais, tu vois, déjà. Et après, pendant le reste de ma vie, quoi, à chaque fois, je me rappelle de ce film-là. Alors, soit je les ai regardés, c'est des films que j'ai regardés jeunes et du coup, ils n'ont pas quelque chose de spécial, mais moi, je me suis formaté avec, tu vois. Ouais. Mais il y a des films, franchement, il y a un message, à chaque fois que je le revois, je me dis, mais ça a été vraiment habilement communiqué le message. Et c'est quelque chose que si j'avais à le communiquer avec une discussion, je pourrais pas faire passer aussi proprement. Et du coup, j'ai envie de partager un peu ces films-là. Vas-y, dis-nous tout. Alors, par exemple, est-ce que tu as vu... Alors, je vais commencer avec des films qui ont peut-être été vus pas mal de fois par plein de gens et tout. Mais... Le Roi Lion. Le Truman Show. Truman Show. Tu l'as vu, le Truman Show? Je l'ai vu il y a longtemps, ouais. Ah, faut que tu le revoies. Hein. Je me souviens de la scène où il tape contre le mur à la fin. Attends. Ne spoil pas le film non plus. Non, mais ça va. Attends, il y a un délai de prescription. Alors, le Truman Show, donc un film avec l'acteur principal Jim Carrey. Légendaire. C'est un film à propos d'une personne qui, sans le savoir, fait partie d'une télé-réalité depuis sa naissance. Gros cerveau. Et c'est assez intéressant parce que tu peux le voir juste comme c'est marrant comme système. Donc, tu peux le voir premier degré de lecture, tu peux le voir comme une critique de la télé parce que souvent pendant le film, tu vois, t'as des vues des spectateurs qui ont l'air complètement débiles à suivre ça et tout. Donc, ça peut être une critique de la télé, mais le concept aussi de construction sociale, quand c'est littéralement une construction. Oui, une construction physique et sociale. Quand toute sa vie est littéralement une construction faite par des gens physiquement, ça permet de mieux s'imaginer le concept de construction sociale. Le fameux « et si en fait tout ça c'était que des trucs qu'on a inventés et on peut juste en sortir ». Le fait de pouvoir s'imaginer qu'on peut complètement se détacher des conceptions sociales, culturelles, qu'il y aurait un moment où on peut ouvrir une porte et sortir du racisme par exemple, tu vois. Oh, la sortie du patriarcat, on l'a trouvé, c'est bon. Ouais, non, mais aussi le concept de genre toute la société, on est tous un peu acteurs, tu vois, on joue nos rôles. Ouais. Les interactions sociales sont sont un peu artificielles, sont des masques, ouais. Moi, j'aime beaucoup payé pour agir d'une certaine manière. Ouais, j'aime beaucoup les films qui soulignent vraiment ça. Ouais, on voit vraiment cet aspect-là. Et en plus, il est sorti il y a longtemps. Attendez, il est sorti en 98, le Truman Show. Il est complètement valide aujourd'hui. Oh, sur les publicités aussi et tout. Pendant... je vais pas trop spoiler parce que c'est des bons moments dans le film, mais pour moi, il y a plein de choses qui sont remises en question. L'organisateur de tout ça, donc il est présenté comme un visionnaire, un peu à la Steve Jobs. Et tout le long, tu le vois sous forme d'interview, il dit oui, on a décidé de faire cette émission pour telle ou telle raison et tout. Et lui, il est persuadé de faire quelque chose de bien, d'utile, vu que ça marche, tout le monde regarde, ça a l'air d'être une bonne émission. C'est un peu en mode expérience sociale. Ouais, les conceptions morales YouTuber. Sont complètement ignorées. Alors, il y a aussi le concept de il peut partir à n'importe quel moment. on l'a jamais forcé à rester. Il peut partir quand il veut.
Parce que théoriquement c'est ça qu'il se défend en disant ça tout le long, le mec. Il dit en fait, le mec il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais il a une belle vie, hein, vous savez. Il a une belle vie, hein, on lui fait une belle vie, mais s'il voulait, il pourrait partir. Mais il part pas, donc tout va bien. Or, c'est ça qui est fou. Il y a des moyens pas possibles qui sont mis en place pour le conditionner, non pas physiquement, personne va aller le chercher pour lui dire de pas partir, mais il est conditionné mentalement à ne pas vouloir partir de cette émission, qui est en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il est filmé sur une énorme île et on lui fait croire que c'est la vraie vie et qu'il n'y a pas besoin de sortir de cette île puisque tout est bien dans l'île et tout. Et du coup, il est conditionné tout le long, depuis son enfance, à croire que c'est dangereux, l'extérieur, de pas remettre en question. Et du coup, ça marche jusqu'à. Il a quel âge dans le film? Peut-être 35 ans, un truc comme ça. Ouais, il est largement C'est-à-dire que adulte, quoi. Ouais. pendant 35 ans, juste parce qu'on l'a conditionné mentalement, oui, il est libre. Donc, tu vois, c'est une remise en question du libre arbitre. Sachant que quand il essaie de partir, il lui fout. Attends. T'as petit pas de spoil. Waouh. Bon. Non mais on va spoil. Tu peux pas faire ce segment sans faire certains spoilers, ok. Mais regardez les films quand même. Regardez-le, non, il est vraiment, vraiment bien. Non, mais ils lui mettent vraiment des bâtons dans les roues, donc il l'empêche pas partir, mais il l'obstrue quand même énormément, quoi. C'est un peu, en fait, ça montre vraiment, par un exemple cinématographique, que tu peux contrôler des gens sans que ça soit un contrôle physique avec genre des limites, enfin des barrières physiques, des militaires qui vont venir chez toi te forcer à faire des choses, etc. Tu peux être dans une prison et tu peux être sous un contrôle d'un pouvoir ou d'une structure ou d'une société ou d'institution, etc. par du contrôle soft, quoi, on va dire. Ouais. Et ça a plein de parallèles avec le conditionnement idéologique, les médias qui te font accepter des choses et tolérer des choses et pas remettre en question des... Enfin bref, il y a énormément de parallèles. Allez voir le film. Très bonne recommandation, BPT. Merci pour celle-là. Tu vas faire une recommandation par segment. Moi, j'ai les ressources. Hein. J'ai les ressources pour faire la recommandation à chaque fois. Bah trop bien. Voilà, c'était le premier segment recommandation. Faut trouver un nom. C'est quoi le nom? Les recos. Les recos neutres. Je sais pas. Bref, on va trouver un truc. On trouvera un nom. On vous l'annonce le prochain épisode. Ok. Alors, j'ai une petite news encore de cette semaine qui date... Ah, tu veux... Trouve une autre news avant de parler de génocide. J'avoue, la transition, elle est un peu hardcore, là. c'est chaud. Non, mais on parle pas de génocide, on parle du fait qu'enfin, il y a une condamnation potentielle. Puisque... Bon, bah, vas-y, on en parle, alors. Bah, dis, ok, c'était un autre sujet, on en parle d'un autre sujet, mais moi, j'ai ça. Tu veux faire quoi? Bon, alors, quelle est là? Voilà. Il a été obligé de concéder. Alors, je veux vous parler, bien sûr, vous avez sans doute vu que l'Afrique du Sud a déposé une requête auprès de la Cour internationale de justice pour essayer de faire condamner. Donc, ils ont porté plainte, en gros, contre Israël pour tenter de les faire condamner officiellement pour génocide, pour ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. On rappelle, on vient de dépasser environ les 23 000 morts confirmés, plus de 10 000 enfants tués par l'armée israélienne. On est en plein nettoyage ethnique, c'est une catastrophe, on en parle beaucoup sur les streams, on va pas rentrer en trop de détails aujourd'hui. Mais ce qui est important là dans ce que je voulais vous dire, c'est que donc il y a eu une audience de la Cour internationale de justice hier. Ils ont délibéré, donc ils ont plaidé, enfin ils ont défendu ils ont argumenté en gros pour dire pourquoi en effet ça serait un génocide. Ils ont présenté plein de déclarations de divers membres du gouvernement israélien. Par exemple, le fait qu'ils ont comparé des Palestiniens à des animaux, qu'ils ont dit il n'y a pas de citoyens palestiniens innocents, ou plein d'autres déclarations qui montrent qu'on est sur une propagande vraiment qui vise à criminaliser l'ensemble, à faire accepter le concept de punition collective pour les attaques du 7 octobre du Hamas, et tout un tas d'autres rhétoriques qui sont tout le temps les mêmes rhétoriques qu'on retrouve en fait dans tout un tas de génocides. Vraiment, enfin, il y a une liste. L'État israélien a pris, enfin, le gouvernement israélien d'extrême droite a pris la liste de comment
faire de la propagande pour essayer de défendre un début de génocide, et ils ont appliqué point par point vraiment les trucs les plus les plus communs dans ces situations-là de génocide. Hein. Et donc on doit attendre quelques semaines avant le verdict qui doit être rendu par la Cour internationale de justice là-dessus, et potentiellement parce ils ont utilisé une procédure accélérée pour ce cas-là, et donc parce que parfois ça peut prendre plusieurs années pour avoir un verdict final avec la Cour internationale de justice, mais là ça pourrait prendre juste quelques semaines pour obtenir officiellement une condamnation et surtout une demande de ce que Israël stoppe les attaques, stoppe les bombardements, et en gros obtenir un cessez-le-feu. Le truc, c'est qu'après on ne sait pas si Israël respectera ça, parce que la Cour internationale de justice n'a pas vraiment de moyens, on va dire, de contraindre les États à respecter les verdicts qui sont faits, quoi. Il n'y avait pas un accord signé par plusieurs États, dont Israël, qui permettrait à d'autres États d'intervenir si c'est déclaré quand même? Alors ça, je suis pas sûr, faut que je confirme ça. Mais Israël a signé l'accord de la Cour internationale de justice. Ouais, un accord contre les génocides qui fait que les autres États ont le droit de réagir. Je crois techniquement que s'ils réagissent pour empêcher l'acte de génocide, s'il est déclaré, je crois pas que les d'autres États dans le monde peuvent, peuvent aller voir des instances et dire regardez, ils attaquent un pays, tu vois, vu que ce serait expliqué, tu vois. Je sais pas comment dire. Il y a quand même une menace, quoi. Il y a une menace de t'as d'autres pays qui vont intervenir, quoi, sur ton territoire, si jamais c'est prouvé. J'ai l'impression. Israël, par exemple, a signé la Charte des Nations Unies, et selon l'article 94, chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est parti. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, c'est intéressant de noter que c'est l'Afrique du Sud quand même qui saisit cette Cour internationale de justice, pas les États occidentaux, pas les nations ultra puissantes comme les États-Unis ou la Chine, ou enfin bon bref, c'est mais très très excellente initiative de la part du gouvernement sud-africain. Hein. C'est voilà, au bout du compte, il nous reste que en fait le droit international, les cadres légaux existants, même s'ils sont imparfaits, potentiellement insuffisants, etc. C'est une bonne chose que ça soit utilisé. Et s'ils sont condamnés, on aura un élément de plus sur lequel s'appuyer pour toutes les personnes qui dénoncent un nettoyage ethnique, un début de génocide. On pourrait dire, voilà, maintenant c'est officiel. Alors qu'aujourd'hui, tu as encore énormément de gens qui essayent de nier que c'est un nettoyage ethnique ou un début de génocide, et qui luttent activement contre le fait qu'on emploie ces termes-là pour qualifier ce qui est en train d'avoir lieu, ou de même légitimer carrément ces attaques. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as vu la réponse publiée, enfin c'est pas vraiment une réponse, mais ils ont publié un press release, le ministère des Affaires étrangères israélien apparemment. Ils ont accusé, ils ont dit que l'Afrique du Sud c'était le Hamas en fait. Ouais, mais ils disent attends, parce qu'en gros ils sont dans le truc, ils disent non toi. Oui. Non. Parce qu'ils disent que l'Afrique du Sud du coup viole la Convention contre les génocides en supportant le Hamas, en faisant cet appel, puisque le Hamas demande l'élimination de l'État d'Israël. Donc, techniquement, c'est l'Afrique du Sud qui viole la Convention. Ah ouais, non, mais ils sont allés jusqu'à dire que Afrique du Sud égale Hamas. Enfin, ils sont en roue libre totale. C'est particulier. Hein. Et encore une fois, les arguments présentés pour essayer de faire condamner Israël, c'est sur ce qu'a fait Israël, en fait. Ce qu'a fait l'armée israélienne. Ouais. À aucun moment, le fait de dénoncer tout ça, ça nie les attaques du Hamas, les crimes, etc. Enfin, le Hamas aussi va être poursuivi, soit à la Cour internationale de justice, soit à la Cour pénale internationale. En plus, techniquement, la gauche, tous les mouvements de gauche dans le monde, la gauche française, par exemple, la France insoumise, ils appellent à ce que aussi le Hamas soit condamné pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est aussi complètement horrible, évidemment, mais... On est d'accord que c'est assez incroyable que l'Afrique du Sud ait mené cette action. Ouais, c'est stylé, quoi. C'est très stylé, ouais, c'est super. Donc, juste pour, comme tu disais, ce qui est reproché
à l'État d'Israël, au gouvernement d'Israël actuellement, c'est des faits et du coup le closing statement, comment on appelle ça en France? La conclusion, quoi. La conclusion de l'avocat, c'est des faits, quoi. Ils ont cité 247 Palestiniens sont tués chaque jour, toutes les 6 minutes. Chaque jour, 10 enfants sont amputés sans anesthésie. 117 enfants tous les 5 heures, 48 mères toutes les 2 heures. Tu vois, il y a eu des, Ouais, des ils ont, stats qui ils ont ont, été ils ont les données, datas, quoi. quoi. Et les datas sont incontestables et... Bref, c'est une bonne étape. Moi, je pense que, bon, ce qui se passe, c'est complètement horrible, hein, mais tout ce qu'on peut obtenir comme choses qui vont donner des armes rhétoriques et des arguments et des moyens de pression internationaux contre l'extrême droite israélienne au pouvoir, voilà, c'est des trucs qu'il faut utiliser, c'est dans notre arsenal pour lutter contre le Ouais. massacre en cours et le faire cesser le plus rapidement possible. Hein. Voilà. Passons à un autre sujet. Ouais, c'est... Mais faut en parler, mais ouais, c'est compliqué. Non, parce que franchement, est-ce que tu voulais voir un génocide C'est bon, quoi. Pas mon contenu préféré à regarder, tu vois, c'est pas... Non, mais pas forcément regarder, mais genre, est-ce qu'on voulait avoir ça? Genre, c'est bon, on a déjà la crise climatique, le capitalisme et tout. Venez, on se concentre un peu. Venez, on crée pas d'autres problèmes. Bah, c'est ce qui se passe quand tu mets des fondamentalistes extrémistes au pouvoir comme le gouvernement israélien, bref. Est-ce qu'on Ouais, passe aux questions-réponses ou est-ce qu'on avait une autre petite c'est news? parti. Question-réponse. C'est parti. Alors, vous avez posé pas mal de questions, je pense, cette Bah, semaine. tu n'as pas Ouais. mis. Parce que la semaine dernière, j'avais mis un petit QR code. Ah, c'est vrai. Faudra que tu le rajoutes. Je le remettrai la semaine prochaine. Mais du coup, ouais, vous pouvez, pendant toute la durée du segment questions-réponses, vous pouvez poser des questions et on y répond là, maintenant, là, tout de suite. Ou alors, si vous nous écoutez en replay, on y répondra la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Alors, première question. Faut-il interdire la vente d'alcool dans les lieux festifs et conviviaux? Bars, restaurants, boîtes de nuit. Interdire la vente d'alcool dans les lieux festifs et conviviaux. Les États-Unis ont interdit l'alcool. Hein. Ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas marché, hein. Il y La a eu prohibition. la prohibition, toute la période de la prohibition. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui respectaient cette loi-là, ben, ils ont dû fermer leur business. Les gens qui respectaient pas cette loi-là, ils payaient l'alcool auprès de gens qui étaient prêts à violer la loi et donc qui étaient des gens peu recommandables. Ça a créé un Et donc immense marché noir de ça l'alcool a où les créé un gens le marché faisaient noir où de l'alcool façon a fini catastrophique. l'alcool a fini par être moins cher au final je crois il y a des stats qui disent là-dessus. L'alcool a fini par être moins cher lors de la prohibition qu'en dehors de la prohibition. Et tu t'es retrouvé avec des énormes sommes d'argent qui allaient vers des organisations illégales qui utilisaient cet argent pour s'acheter des armes, pour défendre leurs activités illégales. Après, est-ce que la personne n'est pas forcément en train de parler de bannir toute consommation d'alcool, rendre illégale toute consommation d'alcool, c'est plus... Dans les lieux festifs et Ouais, dans les conviviaux, lieux... bars, restos, boîtes de nuit, est-ce que c'est pas là que les gens boivent de l'alcool d'habitude? En gros, tu pourrais que obtenir de l'alcool en supermarché. Est-ce que ça va pas avoir cet effet puisque les gens vont juste aller dans les bars, restos, boîtes de nuit qui font de l'alcool illégalement? À mon avis, ça va avoir le même effet que la prohibition, hein. Ouais. Après, la régulation, oui. C'est-à-dire que le fait qu'on a interdit les open bars, moi je trouve que c'est une très bonne chose et ça devrait être beaucoup plus sévère et beaucoup plus vérifié. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille. C'est son taf, il doit aller à toutes les fêtes, demander plus de 4 boissons, voir si on lui donne. Et au bout de 4 boissons, dire vous êtes en état d'arrestation. Sinon, il fait les trucs comme dans Better Call Saul avec le petit tube qui sort de la manche pour aspirer le verre, tu sais. Un autre verre, mais vous l'avez bu très vite. Un autre verre, vous me le donnez ou vous me le donnez pas? Pourquoi c'est important? Non, c'est pas important. Ils sont genre instantanément cramés. Oui, bah je vous le donne. Ok, vous êtes en état d'arrestation. Non, mais moi, je travaille, je viens d'arriver ici, hein. Je suis pas.
Ouais, non, mais c'est compliqué. Moi, mon approche là-dessus, je pense que la meilleure approche là-dessus, c'est plus une lutte culturelle, quoi. Je sais pas, interdire la vente dans les lieux festifs et conviviaux, ça me semble pas être un... Réguler, c'est bien. On met un nombre de boissons que les gens peuvent boire. Moi, je pense que c'est pas normal qu'on arrive à des comas éthyliques, tu vois. Donc, de plus proposer certains produits, par exemple, quand tu proposes les énormes bouteilles là que tu peux acheter directement, des choses comme ça. Ouais, genre une Peut-être grosse ça, bouteille de vodka. ouais, ouais. Peut-être ça pourrait être bien de limiter où tu es obligé de demander consommation par consommation, par exemple. Et après, limiter le nombre de consommations, ce qui n'est pas hyper compliqué, hein. Tu peux aller acheter des consommations sous présentation de ta carte d'identité. De toute façon, ils doivent l'avoir pour connaître ton âge, normalement. Donc, ça pourrait être géré, tout ça, hein. Parce que quand même, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est faire progresser la conscience des gens sur la dangerosité de l'alcool pour leur santé, Ouais. pour enfin, les impacts que ça peut avoir Ouais. On sur veut leur pas des vie. politiques paternalistes où genre vous avez plus le droit d'en boire et du coup il sait même pas pourquoi, il le prend comme un affront et il dit bah moi je vais continuer à en boire. Enfin ça marche pas sur le long terme. De toute façon ça marche pas techniquement l'interdiction pure et nette. Donc je Ouais, donc pense que pour moi, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui boivent, soit genre ne boivent pas d'alcool, ou alors genre à certaines occasions, assez rarement, en tout cas avec modération, quoi. Et du coup, que on normalise plus le fait entre adultes de sortir dans des lieux, s'amuser, faire des soirées, danser, tout ça, sans forcément que ça soit avec de l'alcool. Et du coup, en fait, ça c'est un changement culturel. Et après, ça va créer un marché, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on va pas se mentir, quand tu veux sortir dans la culture, c'est tellement centré autour de l'alcool. Genre, bien sûr, les bars, les boîtes de nuit, les restos, c'est centré. Enfin, il y a un faut pourcentage faire complètement plus. délirant de lieux où, genre, c'est normal d'aller t'amuser entre adultes. Et en fait, 90% de ces lieux, il y a de l'alcool qui fait partie du mix et c'est complètement normal. Voire, il y a une pression sociale à consommer de l'alcool, sinon t'es vu comme bizarre dans certains contextes. Il faut Donc ouais, pour moi c'est un truc culturel et ça va ouais. créer, quand la culture évolue là-dessus. Déjà, je pense que les jeunes aujourd'hui en France consomment moins d'alcool enfin beaucoup moins d'alcool que les anciennes générations. Après, il faudrait voir les chiffres très récents, j'ai pas regardé pour vraiment les dernières années, mais normalement, c'est vu qu'il y a une évolution culturelle et les gens consomment moins, il y a une demande pour d'autres lieux où ça serait pas centré autour de ça. Et du coup, ces lieux-là émergent et c'est le marché qui répond à ça, quoi. Mais bon. Il faut qu'il Après y ait est-ce qu'on pourrait pas mettre Attends, un mais truc genre un pourcentage de arrête bars pas sans d'enchaîner les alcool? trucs. Ouais, non, mais J'essaie de parler. c'est pas tout le temps toi qui parles non plus, BBT, tu vois. Bah non, c'est pour ça que je te laissais parler. Non, je déconne, Je vas-y, voulais dire vas-y. un truc. Pardon, vas-y. Non, parce qu'après, c'est hors sujet par rapport à ce que tu disais, sinon. C'était que Pardon, les campagnes, vu qu'on veut que ce soit culturel, on peut quand même faire des campagnes de prévention et des campagnes pour remettre en question la normalisation, la banalisation de l'alcool chez les jeunes et même en général dans la société, tu vois. Et justement, quand on regarde, il y a eu une campagne qui avait été faite en septembre, je crois, 2023, et cette campagne était catastrophique. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Les messages qui étaient partagés, c'était boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, c'est la base. Raccompagner tes potes Ouais. s'ils ont trop bu, c'est la base. Garder un œil sur tes potes en soirée, c'est la base. Ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, c'est la base. Et en fait, le problème, c'était que c'était une campagne qui a été financée, il y a eu des affiches qui ont été imprimées et tout. Et en gros, c'était des campagnes pour minimiser les conséquences que les gens boivent de l'alcool. C'était pas pour genre, c'était pas vraiment contre la banalisation au final. Oui, c'était genre, c'est normal de prendre de l'alcool, juste voici comment bien en prendre. Et quand tu regardais les affiches, franchement, on avait l'impression que c'était en mode regardez, c'est cool de boire, hein. Oui, Tu te genre ça te rappelles des donne envie affiches? en fait, ouais. Il y a des C'était photos pas fou. d'amis en train de boire et tout, ils sont là en mode allez, on va se mettre bien et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir ces affiches, c'est quelque chose, hein. Mais encore récemment, enfin, je vois régulièrement dans les transports en commun
des affiches pour de la bière, pour de l'alcool. On finance des services publics avec de la pub pour des drogues dangereuses pour la population. Donc ouais, voilà, il y a des changements en amont à faire. Et les pubs pour l'alcool sont interdites. Je sais plus, c'est dans quel contexte que les pubs pour l'alcool sont interdites? Si tu vois quelqu'un en boire, je crois. Non, si. Oh là là, c'est horrible. C'était. Si C'est- quelqu'un. Non, c'est Si pas ça genre dans te. les villes, genre Non, dans si tout. ça t'incite à en boire ou un truc comme ça, si on te dit qu'il faut le boire, le cadre est hyper bizarre. Si ça peut inciter à boire, je crois. Ah ouais, c'est un truc complètement flou. Ouais, donc déjà, interdire la pub pour l'alcool, mais genre vraiment l'interdire partout, tout le temps, dans n'importe quel contexte, ça peut être déjà une bonne première étape. Après, ça va être difficile d'interdire à un bar de faire du marketing pour leur business, tu vois. Enfin, comment. Et si le bar a de l'alcool, bah, ils vont peut-être intégrer le fait qu'il y a de l'alcool dans la communication. Ça devient un peu compliqué après quand on regarde au cas par cas. Après, je sais pas, j'ai eu cette idée, peut-être que c'est n'importe quoi, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre un quota de genre lieux sans alcool dans les villes? Genre un certain nombre de boîtes ou un certain nombre de lieux de concert ou de Ouais, bars ou de. peut-être les subventionner, ouais. Je sais pas. Peut-être si un lieu propose pas d'alcool et fait des trucs genre des soirées, des choses comme ça, et qu'il est en compétition avec des lieux qui proposent de l'alcool, peut-être proposer une subvention qui permet à ces lieux d'exister, parce que franchement, si t'es en compétition, les gens, enfin, tout un groupe d'amis va dire venez, on va plutôt là plutôt que là et tout, genre. Ouais, ouais. C'est compliqué d'exister si t'as une compétition qui a de l'alcool et pas toi, quoi. Après, Ou alors moi, tu vois, moi, je suis ouais. pour la légalisation du cannabis, même pour des usages récréationnels et tout. Mais Et après, hyper réglementé quand même. ouais, réglementé. Après, je le traite exactement comme l'alcool, plus ou moins. Donc, pas le droit de faire des pubs, des campagnes d'éducation, de prévention pour que les gens soient bien au courant de ce que c'est et tout. Enfin, moi, mon approche sur les drogues, c'est que les gens doivent techniquement y avoir accès. En tout cas, bon, après, on peut discuter jusqu'où ça va, tu vois, sur d'autres drogues plus dures. Mais c'est plus, il faut que les gens soient conscients et savent, genre, les risques d'addiction, les risques pour la santé, connaissent les impacts court terme, moyen terme, long terme, et que ça soit, voilà, plus. Après, les gens vont le faire. Le but, c'est que ça soit genre ponctuellement, voire, Ouais, ok. voire genre pas si tu veux pas, tu vois. Mais ouais, en tout cas, l'approche répressive, l'approche punitive ou d'interdire complètement, ça. Enfin, regardez, la France, c'est le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe par habitant. On fume des gros spliffons, quoi. Donc voilà, c'est. Est-ce que ça marche de le Moi, rendre hein. illégal? Visiblement, non. Pas moi, hein. Toi, tu peux Bref. annoncer comme ça publiquement sur un podcast que Non, tu fais ça, mais les non, Français, non, non, c'est non, la non, non, France, mec. non, 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 t'as dit on. Moi, c'est pas moi. Tu parles de Ok, toi peut-être. c'était un on national parce que je suis patriote, vous me connaissez. Bref, je pense J'ai qu'on a trouvé bien la répondu. liste. Je trouvais la liste de tous les endroits où tu avais le droit de faire de la pub pour de l'alcool et elle est longue. Il y a 9 éléments. Je vais pas la lire, mais en gros, ouais. En gros, t'as pas le droit de faire de la pub. Sauf dans 9 endroits et c'est la presse écrite, radiodiffusion, etc. etc. Donc, bon. Ils ont quand même dû renommer. Je crois que c'est une compétition de rugby, non, la Heineken Cup. Ils ont dû changer le nom pour la France parce que c'était Heineken. Donc, quand même, il y a des trucs qui sont. Ouais, ils ont dû Il y a des flouter tous lois. les Ouais. épisodes des Simpsons parce qu'il y avait une marque dedans de bière. Ouais. Bon, Alors, prochaine question. question suivante. Est-ce que vous avez des techniques d'automotivation? Prendre une douche froide, aller à la Quoi? salle, du jus d'ananas. Non, je déconne. Quoi, c'est quoi, Technique d'auto-motivation. Parle en premier, je sais pas quoi dire. Déjà, moi, je trouve le concept de motivation très, très étrange. Quand les gens regardent le concept de motivation comme si c'était une quantité de choses que tu avais, c'était genre, souvent, tu vas voir élève pas assez motivé, par exemple. Ouais. Et tu as l'impression qu'ils te demandent d'être plus motivé. Tu es genre, sois plus motivé, s'il te plaît, tu vois.
comme si c'est quelque chose sur lequel tu pouvais augmenter, comme si c'était un liquide, tu pouvais augmenter la quantité de liquide dans un verre, tu vois, comme si c'est vraiment quelque chose de visuel, tu vois. Oui, Et en fait, la motivation, ça marche pas comme ça. La motivation, c'est plus pourquoi tu le fais. Quand ouais, tu es motivé de faire quelque chose, c'est pourquoi tu as envie de le faire. C'est pas est-ce que tu es dans un état motivé, ça marche pas comme ça. Sinon, ce serait pas motivé, le terme, ce serait actif, enthousiaste, tu vois. Motivé, ça veut vraiment dire est-ce que tu en as quelque chose à faire de finir cette tâche. Et oui, si un élève est pas motivé, le truc à faire, c'est pas de le lui crier dessus, c'est de lui expliquer pourquoi ça va lui servir ses études, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, est-ce que ses études pourquoi s'il a des bonnes notes ou des mauvaises notes, je sais pas quoi, pourquoi est-ce que s'il fait plus de travail, ça va lui permettre d'avoir quelque chose en retour. Et donc la motivation, des fois, malheureusement, tu peux pas l'augmenter parce que tu n'as juste pas envie de faire ce qu'on te demande et tu vas pas demander à des travailleurs qui sont payés au SMIC dans un emploi pas horrible d'avoir plus de motivation. La personne va dire: «Non, je fais juste mon travail, vous me payez, ça se termine là, là, si tu veux que j'ai plus de motivation, faut me motiver. C'est à toi de me motiver, tu me donnes un meilleur salaire, tu améliores mes conditions de travail, tu me dis que je vais être tu me dis que je vais avoir une promotion si jamais je fais un bon travail», tu vois? C'est ça la motivation, c'est, qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne d'arrivée? Donc les techniques d'automotivation, peut-être, soit ça peut être de se demander: «Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis obligé de le faire?» Si vous n'arrivez pas à le faire, est-ce qu'en fait vous voulez le faire vraiment? Donc des fois, malheureusement, ça pousse à des questions existentielles, hein. Genre, est-ce que je dois quitter mes études? À un moment, si tu aimes vraiment pas ce que tu fais, tu as vraiment du mal et tu y arrives pas et tu arrives pas à te motiver pour, améliorer tes notes et tout et juste l'idée que tu aies ton diplôme dans des études te permet pas au quotidien de te bouger. Des fois, il est intéressant de se demander: «Mais est-ce que je suis dans le bon cursus, quoi?» Donc pareil pour les emplois, si dans ton emploi, tu arrives pas à aller plus loin ou dans les projets que tu fais. Si tu es bloqué dans un projet et que ça n'avance pas du tout et tu te dis, «Pourquoi je suis pas motivé là-dessus?» Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Si tu dis: «Oui, en fait, j'ai envie de le faire», des fois, ça peut être pas mal de te rendre compte de ce qui t'avait donné envie de le faire à la base, que tu as peut-être oublié. Ça fait tellement longtemps que tu travailles sur un truc, ouais, des fois tu te rappelles plus que tu le faisais parce que tu veux par exemple, si tu fais du modélisme et que tu en peux plus et que ça fait 2 mois que tu es plus allé sur ton avion, changer, essayer de faire marcher la télécommande, je sais pas quoi. Peut-être de se rappeler, d'aller voir des vidéos de gens qui font voler des avions et tout, de te rappeler que de ton but final, de faire un peu de la projection, de fermer les yeux, de s'imaginer: «Ah, quand moi je pourrais faire voler mon petit modèle, je pourrais tweaker un peu tous les paramètres, ça sera trop bien». Juste faire un petit exercice comme ça peut te permettre de te remettre un peu, sur la selle, tu vois? Tu dis: «Ah ouais, en fait, j'avais envie de le faire, c'est juste j'avais oublié les motivations de départ». Pareil, quand tu commences, par exemple, à faire du sport, au bout d'un moment, tu vas être dans une routine et tu te rappelles plus que ton but, c'était de te sentir bien dans ta vie, tu vois? Physiquement. Tu dis: «Ah, en fait, je me sentais hyper mal, quand je faisais pas de sport et là, je me sens un peu mieux. Ça veut dire que je vais me sentir encore mieux si je fais» tu vois? Juste de te rappeler qu'est-ce que tu visais, parce que des fois, on oublie et c'est ça qui nous fait une perte de motivation. Sinon, il y a des biais cognitifs qui peuvent être combattus. Hem, pas faux. par rapport aux motivations, couper votre, objectif en plein de petits segments qui sont faciles à réaliser. Donc c'est-à-dire vous passez 2 3 heures ou une journée selon la taille de votre objectif, à regarder comment vous pourriez découper en objectifs plus atteignables. Parce que du coup, tu auras une motivation agrandie, parce que tu auras une récompense plus tôt. C'est très dur de passer 3 mois sans jamais te dire: «Ah, j'ai réussi quelque chose». Mais si tu dis: «Ah ouais, l'étape 1 de mes 10 étapes, ça y est, je l'ai fini», tu vois? Là, ça fait un petit coup de de bonheur, quoi. Tu dis: «Ah, c'est cool, j'ai réussi une partie que j'avais dit que je devais faire et tout». Ouais, alors moi là-dessus, je, je vais avoir du mal à vous donner des conseils un peu généraux. Je pense que le seul truc que je peux vraiment faire, c'est genre parler de mon expérience personnelle. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon emploi dans, dans une entreprise capitaliste qui faisait des produits sur le marché. Bref, voilà, on s'en fout des détails, puisque de toute façon, l'immense majorité des entreprises
vont avoir les mêmes soucis que la mienne avait en termes de motiver les salariés à faire le travail, quoi. Vous connaissez. Moi, ce qui a fait que je suis motivé à continuer à travailler sur ce que je fais là, genre les streams, les vidéos, le contenu, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et genre, ça va paraître super cliché, mais genre, suivre ses rêves, en fait, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les gens qui perdent genre de la motivation, que ce soit dans leur travail, dans une activité indépendante, ou dans des projets, etc., c'est parce qu'en fait, ils sont pas vraiment. Tellement de gens suivent ce que d'autres, genre des chemins de vie que d'autres gens ont mis en place pour eux, que ce soit leurs parents, que ce soit des profs, que ce soit Ouais. La société dans son ensemble. la société dans son ensemble, et juste ne pas avoir les moyens de suivre ce que tu as envie de faire à la base. Genre, je sais pas, ton rêve, ça serait de, je sais pas moi, faire du théâtre, être sur scène, gagner ta vie en faisant ça, etc. Et juste, tu as été obligé de prendre un boulot alimentaire en sortie de tes. Peut-être tu as fait des études de théâtre, peut-être non, mais t'as pas les bonnes connexions, t'as pas les bons milieux, et du coup, tu dois faire autre chose. Le moment venu. Et ouais, normal, les gens vont pas être motivés à juste aller se lever tous les jours, faire leur boulot alimentaire pour avoir le salaire minimum, etc. Oui, vous allez genre sans doute être dans une souffrance psychologique au bout d'un moment, ou non, hein, ça dépend des gens, il y a plein de profils. Mais moi, je sais que jamais je pourrais faire le nombre d'heures de travail que je fais aujourd'hui sur sur mon contenu, sur la chaîne, sur tout ça, si c'était pas un truc que je voulais faire à la base et pour lequel j'ai des motivations genre très profondes qui font partie un peu de qui je suis et comment je m'envisage. Et ouais, ça fait que je peux passer je sais pas combien d'heures par semaine à travailler dessus, et j'ai pas besoin de trucs externes. Ça veut dire que quand j'étais employé dans l'entreprise, je gagnais genre je vais pas vous mentir, les gens, je gagnais x3 x4 ce que je gagne maintenant. Donc voilà, en termes de motivation pour l'argent, et je travaillais moins d'heures par semaine que ce que je travaille maintenant. Et en fait, c'est parce que ce qui motive, c'est pas l'argent, même si bon, n'hésitez pas à faire des dons pour le podcast parce que on en a besoin. C'est pas une motivation, mais c'est un besoin vital, on Ouais, va juste dire, pour que le truc soit viable. pour que le truc soit viable. Mais voilà, de suivre vos rêves, je pense que c'est le truc le plus central. Parce que je pourrais vous dire, oui, faites du sport, soyez en bonne santé, mangez bien, prenez soin de vous. Bien sûr, tous ces trucs-là sont méga importants. Mais je sais pas si ça va vraiment faire changer un problème de. Si le problème, c'est vraiment que vous n'êtes pas suffisamment motivé et que vous devez vous auto-motiver pour un truc. Après, je sais très bien que la majorité des gens n'ont juste pas les conditions matérielles pour pouvoir faire des choses comme ça, quoi. Moi, j'ai dû mettre de côté longtemps avant de pouvoir me lancer, parce que je savais qu'au début, j'allais rien gagner du tout de mon activité. Voilà, à part parler de mon cas personnel sur comment je suis motivé moi, je vois pas trop ce que je peux apporter de plus. Après, si vous êtes dans un cas où vous avez zéro motivation pour quoi que ce soit, là, ça devient un problème peut-être de psychologique, Ouais, si vous avez pas la motivation de voire sortir de votre lit le psychiatrique. matin, là, c'est ouais. Et là, juste aller consulter, si vous avez un problème, ça peut être remboursé et ça peut vous aider, hein, parce que des fois, il y a vraiment des problèmes et tout. Bien sûr, ouais, la dépression, c'est réel. Ouais, la dépression te met vraiment dans un état où tu peux techniquement pas avoir la motivation de faire quoi que ce soit dans ta vie, quoi, Ouais. N'hésitez pas à aller voir des donc professionnels pour tout ça, c'est. partez pas du principe que c'est de votre faute, hein, comprenez que c'est un état dans lequel vous êtes. Ouais. Ouais. Et après, moi, je sais que personnellement, tu vois, il y a des semaines où je pense qu'on néglige un peu trop souvent. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans ce cas-là, qui négligent trop, par exemple, leur santé, leur Ouais, sommeil, leur ouais. alimentation. Euh, Faire des pauses aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui vont être dans un cas de figure où ils ont l'impression qu'ils manquent de motivation, ils se disent: «Bah, pourquoi je peux pas travailler plus et tout?» Juste en fait, regardez depuis quand vous faites le truc et juste peut-être vous avez besoin d'une semaine, pour respirer, ou un jour, ou des fois juste 1 heure, tu vois? Genre tu dis: «Bon là j'ai plus aucune motivation, j'ai plus rien à f de toute façon je vais rien faire dans l'heure qui va venir».
Donc, je vais faire un tour dehors, je vais respirer, tu vois? Ouais. Après, encore une fois, moi je parle dans mon cas personnel où j'ai la liberté sur mon emploi du temps, mais je sais que genre 90% de la population a des horaires fixes à respecter, Ouais. doit faire 35 heures, 40 Après, heures. vous pouvez prendre des pauses sans que les gens le sachent aussi, hein, Oui. honnêtement. N'hésitez pas Moi, je prenais souvent des pauses. Ne faites jamais caca hors de votre lieu de travail, en tout cas. Ça, c'est la strat. Voilà, ça, c'est des vraies strates de motivation personnelle qu'on vous fournit ici en exclusivité sur le podcast. Et prenez votre temps, voilà, on peut prendre son temps pour ça. Ouais, Je dois aller chercher un document au département comptabilité, je reviens dans pas longtemps. bref. Mais je sais que la plupart des gens, c'est pas vraiment une question de... Ils ont pas appliqué les bonnes techniques d'automotivation, c'est genre... Ouais. Ils sont aliénés par le système est-ce que c'est capitaliste pas dans son ensemble. est-ce que c'est pas un énorme truc de l'individualisation des problèmes aussi, Bah ouais, genre on a en quoi tenté c'est de de ta faire le faute? truc auto-motivation, vous pouvez y arriver, machin, mais bon, on sait que pour voilà, il y a des limites à tout ça et les vrais progrès qui vont vous rendre plus heureux au bout d'un moment, c'est des changements politiques. Hein. C'est voilà, il y a un mur, vous pouvez Ou quand faites même une to-do list. Ou faites une to-do ou list sinon aussi. juste faites une to-do list. Étape 3, abattre le capitalisme. Faites une to-do list, refaites votre emploi du temps pour la 8e fois, ne le suivez pas. Bref. Est-ce Question qu'on passe à... merci pour la question. Merci pour la question. Hésitez pas à préciser, hein, parce que pour se motiver à faire quoi aussi, hein, parce que ça change complètement la réponse, hein. Ouais. Là, c'était dans le cas général, mais comment on se motive à, par exemple, les études? Comment on se motive à... Parce que là, on peut donner clairement des raisons pour lesquelles ce serait intéressant de faire ça, tu vois? Et du coup, là, ça va te motiver pour ce truc spécifiquement. Par exemple, pourquoi je devrais être motivé pour travailler, par exemple? Bah, là, on peut te dire, bah, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as des projets? On pourrait établir un un calendrier, où tu mets de côté, au bout d'un moment, tu peux te casser, tu vois? Il y a plein de moyens de trouver une raison de faire des choses, mais dans les cas spécifiques, quoi. Prochaine Question question. suivante. Concernant l'art, l'élitisme est une mauvaise approche, mais il semble aussi que certaines œuvres peuvent être démontrées comme ratées. Quelle approche avez-vous? Ouh! Hmm. Est-ce que tu penses que certaines œuvres peuvent être démontrées comme ratées? Démontrées comme ratées? Par rapport à quel objectif? Je sais pas trop comment Étrange, répondre à cette question. Hein. Je sais pas trop comment répondre. par Bah, ra par rapport à quel est-ce que objectif? Snowpiercer c'est un projet raté? Non, mais c'est ça la question, c'est par rapport à quel objectif? Raté, ça veut dire qu'il y avait un objectif et que tu as pas réussi. Tandis que l'art, c'est un message que tu envoies, dans le monde et des fois ça va parler à des gens, des fois ça va pas parler à d'autres gens. Selon dans quel contexte il est montré, ça marche pas. Je suis désolé, mais un enfant qui fait un dessin dégueulasse, le parent il considère que c'est une œuvre d'art parce qu'il y a le sens qu'il y a derrière est différent pour cette personne-là. Le fait que tu connaisses, tu vois, il y a beaucoup de gens qui regardent des trucs faits par intelligence artificielle et le contexte, quand on leur dit clairement que c'était fait par une intelligence artificielle, ils reconnaissent pas la valeur artistique de la chose. Parce que du coup, ils se disent: «Bah, moi, je vois du coup, il y a pas un humain qui l'a fait, du coup, je vois pas une intention derrière tout ça» et bah, du coup, c'est joli, mais c'est pas une réussite artistique, tu vois? Donc le rater, il faut aussi savoir se rater selon quel objectif? Parce que tu peux pas rater juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, l'art, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de l'art. Là encore, c'est super général. D'accord, on peut parler de musique, de films, de jeux vidéo, de livres, de bref. Mais pour moi, l'art, c'est juste de la communication entre humains. C'est fondamentalement ça, l'art, d'accord? Toutes les formes d'art, c'est de la communication. Et donc, comme dans toute forme de communication, bah, il y a des gens qui sont réceptifs au message, à l'œuvre, et il y a des gens qui ne le sont pas. Et donc, pour moi, c'est super difficile de dire qu'il y a des œuvres qui peuvent être objectivement démontrées comme ratées, parce qu'en fait, ça veut juste dire que ça parle pas à vous, le message ne vous convient pas, ou vous n'êtes pas bougé, enfin, vous sentez pas concerné, ou ça résonne pas avec vous, cette œuvre. Mais peut-être qu'avec d'autres gens, oui. Exemple, dans la musique, les goûts musicaux sont tellement divers et variés.
Il y a des gens qui vont écouter une symphonie de musique classique, qui vont pleurer et qui vont être ultra bougés par l'œuvre. Enfin, ils vont être, ça va résonner avec eux. Et d'autres personnes, ils vont dire non, c'est quoi cette musique? Et eux, ils vont adorer du jazz, du funk, du rap, les musiques électroniques. Difficile à dire comment tu vas démontrer que telle ou telle œuvre elle est ratée ou pas ratée. Après, oui, il y a des œuvres qui sont moins populaires, il y a des œuvres qui sont plus populaires. Ouais, pour moi, en fait, tu peux rien dire objectivement vraiment sur l'art, à part potentiellement si des messages, si tu peux genre analyser les messages véhiculés, leurs impacts et essayer d'argumenter. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux argumenter tes opinions. Ça, je suis d'accord qu'un film, tu peux donner des arguments pour essayer de dire pourquoi tu trouves qu'il est bien, pourquoi tu trouves qu'il est pas bien, ou de la musique, ou une image, ou on peut l'argumenter, mais après, je vois pas trop. Il y a des fois où juste tu sais comment tu vas argumenter que telle ou telle musique est meilleure que telle ou telle musique, et essayer d'établir une hiérarchie objective. Ouais, non, les hiérarchies, on en avait parlé dans un épisode précédent, ça marche pas bien. Tu peux pas les hiérarchiser. Après, chacun peut avoir ses arguments, ses contre-arguments pour essayer de défendre son point de vue sur l'œuvre en question. Voilà, enfin, quelqu'un qui donnerait un argumentaire pour m'expliquer pourquoi Avengers 14 c'est un mauvais film. Je pense qu'il y a des bons arguments pour défendre ça, et après quelqu'un peut arriver et essayer de donner des bons arguments aussi pour dire qu'en fait lui a aimé l'œuvre et a apprécié tel ou tel message, a apprécié tel aspect, tel visuel. Bref, c'est compliqué. Il y a des films que je déteste des fois, et puis là il y a une personne qui fait qui détaille par exemple une scène de ce film-là que j'ai pas aimé, et le niveau de traitement que la personne, le niveau d'analyse que la personne met sur cette scène en particulier, parce que elle a aimé le film, et donc cette scène-là l'a touchée, et du coup la personne a dédié beaucoup plus d'analyse que moi qui ai juste pas aimé l'œuvre intégrale, tu vois. Mhm. Me permet de voir la valeur pour cette personne au moins de cette scène-là, et du coup ça te fait remettre en question. Est-ce que du coup j'ai raté quelque chose parce que je l'ai pas regardé avec le bon état d'esprit des fois, tu vois? C'est bizarre. En tout cas, moi je pense pas. Je pense que la question est fausse de base. La question Ouais. de dire que on peut démontrer comme raté des œuvres. Faudrait qu'on nous explique comment ça marche. Pour moi, En fait, encore une fois, si tu le démontres comme raté, ouais. au final, ça va être ton avis sur l'œuvre, quoi. Donc Ouais. c'est démontré, tu te l'es démontré à toi-même, et tu t'es formé ton avis, et peut-être que tu as des bons arguments. Donc la vraie question, c'était quelle approche avez-vous concernant l'art? Bah, j'aime bien Je... montrer, j'aime bien quand il y a un truc qui me touche énormément. J'aime bien le montrer à des gens parce que je pense que ça pourrait les toucher de la même manière. J'essaie de pas trop les influencer de prime abord pour qu'ils puissent avoir les mêmes expériences que j'ai eu moi, puisque parce que c'est différent d'apprendre une œuvre. Si quelqu'un dit c'est super, tu vas voir, et après tu dis ouais bah c'était un film quoi. Alors que si tu dis ah tu veux pas qu'on regarde ce film, après la personne voit un super film, dit ah ouais c'était incroyable, c'est pas la même chose. Et après si la personne n'aime pas, bah je dis bon bah cool, et ça peut donner des discussions intéressantes où tu dis pourquoi toi t'as aimé, pourquoi l'autre a pas aimé. Bah, l'approche c'est juste ça. Je pense que Ouais. ça va plus loin que ça. Ouais, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Par contre, Ouais. je vais, si jamais vous entendez Mulch ou moi dire si vous aimez ça, vous êtes nul, ou si vous aimez pas ça, vous êtes nul. Il faut comprendre ça, c'est jamais premier degré. Si C'est c'est toujours purement premier degré. artistique, si c'est purement artistique. On Après, est si toujours, c'est on genre, est toujours premier degré sur ce podcast et sur ce stream. On n'a jamais fait de second degré. En tout cas, merci pour la question. Merci pour la question sur l'art. Alors, prochaine question. Ce n'est pas une question. Pas de question. Bah écoute, merci beaucoup Bisous. pour ton super don. Merci beaucoup. Vous pouvez faire des dons sans poser de questions, hein. C'est aussi possible si vous souhaitez juste soutenir ce contenu, permettre au rendez-nous d'exister et de s'améliorer. Complètement. Si vous voulez un 2024 plein de rendez-nous, faites des dons pour soutenir son existence. Merci pour les 30 € Hector Balis. En tout cas, ça fait trop plaisir. Alors, la question suivante. Suivrez-vous les Jeux Olympiques? Oh non! Oh non! Suivrez-vous les Jeux Olympiques?
je ferai un maximum d'efforts pour ne pas suivre les Jeux Olympiques. C'est ça ma réponse. Moi, je pense que parce que nous, on en a parlé entre nous et on s'est dit qu'on voulait pas du tout couvrir les Jeux Olympiques parce que ça nous énerve. En fait, le concept que ça va avoir lieu. Non, mais les Jeux là je pense que la Olympiques. question, c'est est-ce que tu vas regarder genre les épreuves sportives des Jeux Olympiques? Ah Pas non. est-ce que tu vas en parler ou pas dans ton contenu? Ah non. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas. Je peux répondre aux deux questions parce qu'on est sympa. Peut-être je vais tomber sur des clips. Parce que je me rappelle une année, je suis tombé sur un clip où il y avait des. Je sais plus c'est quelle épreuve où tu dois carrément faire une chorégraphie. Je trouve ça stylé. Le gymnastique. Je crois que c'est une des épreuves de gymnastique. Donc j'étais tombé sur des clips comme ça. Ouais. Mais je suis jamais allé voir des épreuves. Non, non, non. Enfin, pour les derniers JO. D'ailleurs, les derniers JO, je crois que. Non, derniers JO, je les ai pas du tout suivis. C'était des JO qui sont tombés pendant le Covid. Ils les ont décalés d'un an et j'en ai pas du tout entendu parler l'an d'après. Ça s'est passé en 2021, du coup, les JO de Tokyo, je crois. Et personne. Enfin, moi, je n'ai pas du tout entendu parler. Et je pense que je vais les suivre de près parce que, à mon avis, je vais devoir aller quelque part sur Paris à ce moment-là exactement. Donc, je vais les suivre de très près à ce moment-là spécifiquement. Je vais les subir surtout. Mais sinon, non. Par contre, moi, Ouais. je te propose qu'on essaie quand même de les commenter parce que Politiquement, on quoi. pourrait- j'ai vu quelqu'un qui avait réuni tous les problèmes qu'il y a eu jusqu'à maintenant avec les Jeux Olympiques sur L'organisation des Twitter. Il y JO. a un thread énorme. C'est Youth for Climate Paris-Île-de-France qui a fait un thread, les JO de la honte, résumé non exhaustif de toutes les décisions de merde prises pour les JO 2024. Et il y a un énorme thread, donc ça pourrait être sympa de se faire une des émissions où on revient, ou alors peut-être toi sur ton contenu, sur ta chaîne, où tu reviens Ouais, sur tout ouais, ce qui a ouais. eu lieu. On va être obligé d'en parler, quoi. On Par fait un moment, ouais. énorme. Par moment. En tout cas, moi, je sais que ma famille regarde les JO et le seul contexte où je les regarde, c'est genre si je suis dans le salon et c'est le truc à la télé, on me dit oh regarde, regarde, regarde. Ok, ouais. Donc, c'est Je bon. crois que je suis comme ça pour tous les événements sportifs en fait, hein. Je me rappelle, chaque année, il y avait Roland Garros sur la télé de mon salon, et du coup, bah, je regardais des trucs de tennis, tu vois. Mais jamais je me suis dit, ah, c'est Roland Garros, il faut que je mette Roland. Tu vois, ça n'a jamais lieu. Mais ouais, si j'ai vu des trucs sportifs, c'est sans doute parce que ça passait à ce moment-là. Ouais, c'est pas trop notre délire, quoi. C'est pas trop notre délire. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Après, si vous kiffez, amusez-vous, quoi, je sais pas. Ouais. Cette question m'a fait avoir une dépression. J'ai perdu toute motivation avec cette question. En parlant de Alors, motivation. est-ce que tu as des astuces pour retrouver ta motivation? Brûler Bon. les JO, pardon. Ok, les gens. Si vous n'avez pas plus de questions, on va s'arrêter là. Par contre, n'hésitez pas à les poser pour la semaine prochaine. Vous avez toute la semaine pour les poser. On se retrouve la semaine prochaine pour les actus. Une petite recommandation, du coup. Et on répond aux questions dans le prochain. Rendez-nous! Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao.